Thank you very much. I will also speak in French as my dear Professor Bertrand Mathieu, if you allow me, but I may translate a bit. Je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui sur l'objection de conscience et très honoré de le faire devant donc le professeur Bertrand Mathieu et le professeur Dijon, qui sont pour moi des professeurs et des maîtres, donc je suis très heureux de pouvoir intervenir devant eux et avec vous sur ce sujet qui est évidemment important. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur cette thématique. Alors j'ai cherché à développer, à exposer une approche qui reste juridique, mais qui est peut-être plus globale de la problématique de l'objection de conscience, parce que cette question est difficile à saisir. Vous voyez bien, on essaye de la saisir tantôt sous l'angle de l'autonomie individuelle, tantôt sous l'angle de la morale, tantôt sous l'angle du droit naturel, tantôt sous l'angle du droit positif de la médecine. On cherche le bon angle pour la comprendre, parce qu'elle est effectivement à l'intersection de toutes ces approches de l'agir humain. Moi, je vais, du coup, pour essayer de faire un petit peu une vision globale, adopter davantage une perspective à la fois juridique, mais surtout historique de l'objection de conscience pour en comprendre aujourd'hui les enjeux et comprendre dans quelle situation la société actuelle se trouve à cet égard. Donc le but, c'est de comprendre notre situation. Voilà. Au-delà de la réflexion sur les spécificités de l'objection de conscience. Donc au-delà des questions relatives à la définition de la conscience ou à la même relative au devoir de renvoi, par exemple, qui a été évoqué. Donc la thèse que je propose s'appuie sur une considération des finalités de la médecine. Ce que je pense, c'est que au-delà de la question du droit positif, du droit naturel, nous sommes simplement dans une situation où s'opposent plusieurs conceptions de la médecine, plusieurs conceptions de la finalité de la médecine, plusieurs conceptions même du bien, puisque ceux qui promeuvent l'euthanasie peuvent parfois agir aussi, pense-t-il, pour le bien. Donc plusieurs conceptions du bien, plusieurs conceptions de la médecine, plusieurs finalités de la médecine, et donc plusieurs déontologies, plusieurs morales qui se confrontent et qui s'opposent. Toute donc, réalité humaine, toute activité est déterminée par sa finalité, qui se confond avec d'ailleurs son accomplissement, sa perfection. La déontologie décrit les devoirs qui s'appliquent à l'exercice d'une profession en fonction de sa finalité propre. La déontologie, dans le domaine médical, est associée généralement à Hippocrate, mais elle n'a pas besoin d'être écrite pour exister. Elle relève de la morale, c'est-à-dire de l'ensemble des préceptes identifiés par la raison pratique pour atteindre la fin de la matière en soi. Donc pour la médecine, il s'agit de la finalité de soigner. Mais déjà, bien avant donc, Hippocrate, au temps de la captivité des Hébreux en Égypte, le livre de l'Exode nous raconte l'épisode du refus des sages-femmes d'exécuter l'ordre de Pharaon consistant à tuer les premiers-nés parmi les mâles hébreux. Et donc ce livre, cet épisode, est intervenu au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, par définition avant la naissance de Moïse, et donc aussi avant la révélation des 10 commandements. Donc il n'était pas nécessaire d'avoir les 10 commandements pour comprendre la nécessité d'objecter à un ordre injuste consistant à tuer des nouveau-nés. La loi naturelle et peut-être aussi ce qu'on appelle les commandements de Noah, noachiques, peuvent y suffire. Dans le domaine médical, la déontologie veille au respect de la finalité de la médecine par ceux qui l'exercent. Et cette finalité, elle était, à l'époque en tout cas classique, et pendant toute l'Antiquité, et encore longtemps à l'époque moderne, simplement la finalité de soigner, à savoir une finalité thérapeutique. C'est l'avantage d'ailleurs de l'appellation anglais « healthcare » qui exprime bien cette finalité de prendre soin de la santé. Prendre soin de la santé, qui est explicite en anglais. Le médecin doit donc exercer son art avec conscience,
c'est-à-dire en cherchant toujours à accomplir le bien de la médecine compte tenu des circonstances. Le service de la médecine exige qu'il soit libre de refuser une demande qu'il estime ne pas pouvoir exercer de façon digne, c'est-à-dire de façon conforme à la médecine. La faculté du médecin de refuser librement ses services sert donc à protéger le bon exercice de la médecine. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on a désigné ce matin sous l'appellation de clause générale. C'est effectivement, il faut que le médecin, comme toute profession d'ailleurs libérale, ait la faculté d'agir ou de ne pas agir, non pas, on va dire, de façon en fonction de sa futilité ou de sa versatilité, mais le but ultime est de lui permettre, de lui conserver sa liberté pour lui permettre d'agir conformément à sa finalité qui est d'exercer la médecine et de soigner. Donc l'objectif, l'objet de la clause générale, elle est de préserver la liberté de faire le bien, de préserver la liberté d'accomplir le bien de la médecine qui est de soigner. Le problème, bien sûr, apparaît lorsque on observe des changements dans la finalité de la médecine. Et je pense que c'est là le phénomène majeur auquel nous sommes confrontés. Depuis, en particulier, la seconde moitié du XVIIIe siècle, une littérature très abondante, que l'on peut qualifier de matérialiste ou de progressiste, propose d'autres finalités à la médecine. La médecine est vue depuis comme l'application de la science sur l'homme, comme une branche de la biologie dont l'objectif doit être plus vaste, voire différente que le seul fait de soigner. Cette médecine nouvelle doit viser à améliorer la condition humaine, elle doit contribuer à sa perfectibilité. Cet idéal de perfectibilité de la science médicale a pris plusieurs formes, dont la principale, à partir de la fin du XIXe siècle, bien connue, est celle de l'eugénisme. L'eugénisme confère à la médecine une autre finalité que simplement soigner, et ce faisant, il réoriente toute la moralité de la médecine vers cette finalité. Cet eugénisme, mis en œuvre dans plusieurs pays occidentaux, notamment en Allemagne, mais pas seulement, eut largement recours à la médecine comme un instrument d'accomplissement d'une finalité sociale plus globale. En Allemagne comme ailleurs, les médecins violèrent ou abandonnèrent le serment d'Hippocrate par adhésion à cette conception nouvelle de la science et de l'homme, et aussi par obéissance aux lois positives. Déjà, avant la Seconde Guerre mondiale, le courant eugéniste promouvait la légalisation de l'euthanasie volontaire, mais aussi parfois involontaire, et bien sûr du contrôle quantitatif et qualitatif de la procréation. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, durant les procès de Nuremberg, certains de ces médecins nazis furent condamnés au nom de la loi morale antérieure à leur conception nouvelle de la médecine, au motif que cette loi morale antérieure serait universelle et intemporelle, qu'elle s'identifierait en fait au droit naturel, et que donc elle demeurerait valide. Ces médecins ne purent invoquer le fait justificatif de l'obéissance à la loi positive, les juges estimant qu'ils avaient le devoir d'objecter. Et donc, dans le contexte d'après-guerre, l'objection de conscience est vue, non pas comme une liberté individuelle ou un droit subjectif, mais comme un devoir d'obéissance à la loi morale objective, qui est la synthèse, faire le bien et éviter le mal. On estime que ces médecins, et là c'est une citation de la CEDH dans un contexte similaire, auraient dû avoir conscience. Ils auraient dû avoir conscience que telle action était mauvaise. Et donc ils auraient dû être héroïques, refuser d'obéir. Donc là, on se situe dans une opposition droit naturel, droit positif, d'après-guerre, mais que l'on peut voir aujourd'hui, avec un peu de recul, comme la confrontation de deux conceptions de la médecine. La conception classique qui se prévaut du droit naturel et la conception matérialiste qui, elle, estime être la nouvelle conception applicable. À la suite de Nuremberg, plusieurs textes internationaux ont réaffirmé avec force les finalités classiques de la médecine et les obligations déontologiques qui en découlent. C'est le cas notamment de différents textes, notamment l'Association médicale mondiale, mais aussi des instances nationales telles que l'Académie de médecine, qui ont rappelé l'interdiction de mettre volontairement fin à une vie,
ou de distinguer entre les patients en fonction de leur race ou de leur religion. Plus tardivement encore, jusque dans la Convention d'Oviedo, on trouve des principes très, très, très beaux, comme la primauté de la personne sur l'intérêt de la science et de la société. Donc là, réaffirmation de la déontologie classique avec l'idée que la médecine vise à soigner. Toutefois, l'idéal moderne de maîtrise biologique de l'être humain n'a pas été détruit à Nuremberg. Il a continué à être porté philosophiquement par le même courant matérialiste et s'est développé considérablement grâce au progrès technique. Cet idéal de maîtrise biologique de l'être humain ne s'est plus présenté directement sous l'aspect d'un eugénisme brutal, mais sous un jour plus libéral, hédoniste et individualiste. Toutefois, l'objectif de perfectibilité de l'être humain n'est pas évacué, il demeure présent dans cette volonté de progrès de la condition humaine par la médecine. Simplement, les ressorts employés ne sont plus les mêmes, ils relèvent davantage d'une approche libérale et individualiste. C'est cela, donc, cette persistance donc d'une vision alternative de la finalité de la médecine a conduit à l'abandon du caractère exclusivement thérapeutique de la finalité de la médecine. Donc là, c'est l'événement, on va dire, majeur, c'est l'abandon du caractère exclusivement thérapeutique de la finalité de la médecine. Principe qui permettait aux médecins de porter atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne uniquement dans le but de le soigner. Voilà. À partir donc d'un certain nombre d'introductions nouvelles, en particulier la légalisation de la contraception, qui n'est pas une finalité thérapeutique, ou la légalisation de la chirurgie esthétique, qui n'a pas toujours une finalité médicale, eh bien, le principe de finalité thérapeutique de la médecine a été abandonné, et d'autres finalités ont été acceptées et reconnues comme légitimes et justifiant un usage de la médecine. C'est le cas donc des finalités esthétiques, contraceptives, mais aussi scientifiques, la question de la recherche scientifique sur la personne sans son consentement, ou alors sans bénéfice direct, des finalités procréatives et aussi des finalités même émancipatrices, avec l'idée de la liberté sexuelle, la liberté de procréation. Et puis toujours la finalité de l'amélioration de la condition humaine ou de la science, notamment s'agissant des questions de recherche scientifique. Donc toutes ces nouvelles finalités s'ajoutent à la finalité de soins et permettent qu'il soit porté atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne dans un but non thérapeutique, et parfois même sans bénéfice direct personnel. Toutefois, s'inscrivant encore dans le cadre ancien, au préalable d'une médecine ayant une finalité thérapeutique, ces facultés nouvelles, qui ont été introduites donc depuis les années 60, prennent généralement en droit la forme d'exception à des règles antérieures. Mais cela, on va dire, est une contrainte compte tenu du contexte, du cadre juridique existant dans lequel viennent s'inscrire ces nouvelles dispositions, comme des exceptions aux règles antérieures. Exception de stérilisation, exception d'avortement, exception d'euthanasie. Mais ces exceptions ont ceci de particulier qu'elles ne confirment pas la règle à laquelle elles dérogent, mais elles s'y opposent, car le principe ancien et l'exception nouvelle expriment deux conceptions différentes de la médecine. Ainsi, ce sont deux conceptions différentes et souvent opposées du bien et de la médecine qui coexistent au sein de mêmes dispositions juridiques. Cette coexistence de ces finalités contradictoires cause un désordre non seulement dans la médecine, mais jusque dans le droit, qui y perd sa cohérence ancienne, sans avoir encore trouvé une cohérence nouvelle déterminée par les nouvelles finalités de la médecine. Le droit devient contradictoire, les principes deviennent de plus en plus symboliques, les principes anciens deviennent de plus en plus symboliques, tandis que les exceptions concentrent toute l'effectivité du droit. Le propre du droit est de rechercher l'ordre, qui est synonyme de justice. Ainsi, une situation de désordre n'a pas vocation à perdurer en son sein et doit se résoudre dans un sens ou dans l'autre, en principe. Il y a toutefois une autre issue qui est possible, au moins de façon temporaire. Elle consiste à chercher un accommodement en garantissant aux tenants de l'ancienne conception de la médecine le droit de ne pas participer aux actes permis par la nouvelle. Un tel accommodement a vocation à disparaître à mesure que la nouvelle conception de la médecine s'impose. C'est la clause de conscience.
Ce caractère temporaire, transitoire de la clause de conscience apparaît clairement dans les discours, cela a été dit ce matin, relatifs à la clause de conscience. Les promoteurs de la conception nouvelle de la médecine souhaitent faire disparaître la clause de conscience afin d'effacer toute trace précisément de l'ancienne conception de la médecine. Alors cette clause de conscience spécifique que l'on a évoquée ce matin se distingue de la clause de conscience générale, puisqu'on a vu à l'instant que la clause de conscience générale vise à permettre la réalisation du but de la médecine, de la finalité de la médecine. Alors que la clause de conscience spécifique vise, contraire, d'une certaine manière, à y échapper, puisqu'elle donne une forme d'exception. Elle confère un droit de déroger, d'échapper à l'application du droit. Donc ces deux clauses de conscience sont de nature différente. L'une est conforme à la finalité de l'acte médical, la clause générale, tandis que l'autre invoque la conscience individuelle contre la finalité nouvelle proposée à la médecine, qui est la pratique de l'euthanasie ou de l'avortement. Donc il y a quand même effectivement une différence de nature. Les deux ne se rattachent pas, ne se positionnent pas de façon égale ou symétrique dans l'ordre juridique. Les défenseurs de la clause de conscience se trouvent ainsi dans une situation difficile, car ils ne peuvent pas, de façon efficace, invoquer la conception classique de la médecine contre la conception progressiste. Car cet argument a déjà perdu politiquement par la légalisation précisément des actes non thérapeutiques en cause. Donc il est difficile de dire « je ne veux pas faire tel acte parce que cet acte n'est pas thérapeutique ». Dès lors que l'acte a déjà été légalisé dans la médecine, dans le droit médical, ça devient un argument inopérant, ou difficilement opérant. Les défenseurs de la clause de conscience en sont réduits, à des fins d'utilité, à invoquer l'argumentation libérale de la liberté de conscience et de la tolérance. Mais cette argumentation les place en situation de contradiction avec leurs propres principes. Car la conception libérale de la liberté de conscience est subjectiviste et relativiste, alors que les objecteurs estiment à l'inverse avoir un devoir moral objectif. Donc on sent bien souvent la difficulté dans laquelle se placent les objecteurs qui, au nom de la justice et du bien objectif, ne veulent pas tuer, mais qui sont obligés de le demander au nom de la tolérance et du relativisme. En demandant ainsi à être tolérés au nom de la liberté de conscience, les objecteurs renoncent à l'objectivité et à la rationalité de leur devoir moral, et finalement, en demandant à être tolérés, ils renoncent à être compris. Plus encore, les personnes qui objectent pour un motif relatif à la finalité thérapeutique de la médecine, c'est-à-dire pour un motif moral, se trouvent à présent assimilées aux personnes qui objectent à d'autres prescriptions légales pour des motifs religieux. Or, les motifs religieux ne sont pas des motifs moraux. Ce ne sont pas des motifs nécessairement rationnels. Ainsi, les objections de nature morale et religieuse se confondent de plus en plus dans un commun subjectivisme face auquel seule la loi contient encore une forme d'objectivité. Ainsi, les objections sont vues de plus en plus comme une cause de désordre. Et cela a été très bien présenté ce matin par le professeur Mathieu. Alors, quelles sont les issues à cette contradiction? Est-ce que l'objection de conscience peut être sauvée? Plusieurs approches sont possibles. Le temps qui me reste. Plusieurs approches sont possibles. Nous pouvons nous en tenir au libéralisme, c'est-à-dire à l'objection de conscience fondée sur une conception libérale de la tolérance, enfin de la société, donc tolérante et respectueuse de la liberté de conscience, mais évidemment cela est difficile à certains égards, puisque l'objecteur perd la faculté de se présenter comme étant un acteur rationnel, et il demande à être toléré. Toutefois, l'approche donc libérale a quand même une certaine efficacité. Je pense qu'on peut l'exprimer de façon assez efficace en ayant recours à l'idée qu'il y a dans les sociétés libérales un double niveau de moralité. Un double niveau de moralité qui existe dans les sociétés libérales. On part du présupposé que l'avortement serait un mal nécessaire
accepté, toléré par la société. C'est souvent pour ce motif-là qu'il est légalisé. Donc on peut s'appuyer sur le droit pour dire que oui, l'avortement était une exception, et toujours une exception. C'est un mal nécessaire. Il est toutefois légalisé pour des motifs de respect de la volonté individuelle, en estimant que la société ne doit pas juger la volonté individuelle. Et donc de ce fait, on observe un double niveau de moralité dans les sociétés libérales, un niveau de moralité collectif qui se veut tolérant et qui ne juge pas, et un niveau de moralité privée où là, les personnes peuvent avoir des convictions. C'est un peu comme ça que fonctionne la société libérale, avec un parallèle avec cette idée d'éthique de conviction et d'éthique principe, de responsabilité, voilà. Eh bien, ce double niveau qui coexisterait dans la société libérale. Ce qui conduit des députés à dire oui, à titre personnel, je suis contre l'euthanasie, mais vous comprenez, je ne peux pas m'y opposer parce que je ne m'estime pas légitime pour m'y opposer au niveau social. Et donc je vote pour ou je m'abstiens, même si personnellement je suis contre. Donc ce double niveau de moralité, il existe dans la société libérale. Il est généralement agréable, on va dire, il facilite généralement le fonctionnement de la société libérale parce qu'il permet justement parfois de vivre dans la contradiction. Mais il pose un problème pour les personnes qui sont à l'intersection de ces deux niveaux de moralité. Pour la plupart des personnes, il ne pose aucun problème que l'euthanasie ou l'avortement soit légalisé dès lors qu'on n'est pas concerné. Par contre, le médecin, nous avons eu un exemple à l'instant, qui lui est au point d'intersection de ces deux niveaux de moralité. Puisque d'un côté, il a lui sa propre moralité, et puis la moralité sociale qui se rencontre en lui lorsqu'on lui demande d'accomplir l'acte. Et pour lui, ce n'est plus une question, on va dire, abstraite, c'est une question bien concrète. Et de ce fait, la possibilité pour une société libérale de faire coexister ces deux niveaux de moralité, c'est précisément de reconnaître la clause de conscience, la liberté de conscience, qui est le moyen par lequel on peut faire fonctionner ce double niveau de moralité sans causer de conflit en certaines personnes qui, elles, sont appelées à appliquer les normes générales, alors même que ça va contre leur éthique ou leur morale personnelle. Donc ça, c'est l'approche libérale qui peut être tenue, mais il faut dans ce cas-là opposer à la société libérale ses propres principes. Une autre approche peut consister à essayer de restaurer le lien entre conscience et justice pour tenter d'échapper au subjectivisme et au relativisme. Alors cela est possible au moyen d'une série de critères que l'on peut déterminer. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Et cela a fait l'objet de mon essai sur l'option de conscience. Enfin, une dernière approche consiste à faire confiance en la conscience humaine, en estimant qu'elle est capable de percevoir le juste et le bien au-delà des idéologies. Donc, croire que la conscience est toutefois un point fixe dans l'histoire, la conscience humaine un point fixe dans l'histoire qui résiste au flot des idéologies. Et cela peut être confirmé par le fait que, alors que les progressistes, on peut les qualifier ainsi, croyaient que les classiques allaient progressivement disparaître à la génération suivante parmi les médecins, eh bien il apparaît, à contrario, qu'il y a toujours une persistance d'objecteurs de conscience parmi les médecins, parmi les nouvelles générations, et même parfois de plus en plus. Donc cette persistance des objecteurs, elle témoigne de la persistance et de la véracité, de la permanence de la conscience qui demeure dans l'histoire malgré les courants. Évidemment, cette conscience, elle est informée, elle est parfois aussi déformée par les idéologies, mais il reste en elle, on peut penser, quelque chose de suffisamment vif pour percevoir le bien et le mal. En tout cas, c'est là l'autre approche qui est l'approche du temps et de l'expérience qui vient souvent résoudre les difficultés morales. Je vous remercie.